Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Vous écoutez Fréquence Évasion, nous sommes à Salon de Provence, à la maison de Nostradamus, que nous allons découvrir en présence de Madame Jacqueline Allemand. Bonjour et merci de nous recevoir. Bonjour et je suis très heureuse de vous recevoir. Nous travaillons beaucoup avec le sud de la France, donc bonjour à tous les auditeurs. Avant de découvrir cette maison, nous allons la situer, la maison de Nostradamus, ainsi que Salon de Provence, pour les auditeurs du Grand Sud, mais surtout pour les auditeurs qui nous écoutent à l'extérieur, en France et partout dans le monde, puisque nous passons via Internet. Alors, Salon de Provence est au cœur de la Provence, à peu près à égale distance avec les villes bien connues d'Arles, d'Avignon, d'Aix-en-Provence, de Marseille. Au cœur de cette Provence, un homme célèbre est né, Michel de Notre-Dame, en 1503, et notre musée, qui est un musée municipal, se tient au cœur de la ville de Salon, dans le centre ancien. Il se tient là où Nostradamus a habité de 1547, date de son second mariage, puisqu'il était veuf d'un premier mariage, jusqu'à sa mort. Il est mort dans cette maison. Et le musée s'appelle donc la maison de Nostradamus. Le musée a été fondé en quelle année ? Alors le musée lui-même a ouvert ses portes en 1992. Auparavant, on visitait la maison en l'état. Ça ne veut pas dire en l'état où Nostradamus l'avait laissé. Ça veut dire en l'état où les habitants successifs l'avaient laissé. Elle a appartenu à la mairie à partir des années 60, pour une partie du moins. L'autre partie a été rachetée après. Et le musée a ouvert le 3 juillet 1992. En quelques mots, est-ce que vous pourriez retracer la biographie de Nostradamus ? Alors, il est né le 14 décembre 1503 à Saint-Rémy-de-Provence, de l'ancien calendrier. Ça serait aujourd'hui 24 décembre 1503, puisque le calendrier a changé juste après sa mort. Et il est mort le 2 juillet 1566 à Salon, donc dans cette maison. Il a été d'abord étudiant à Avignon. Ensuite, il est allé à Montpellier étudier la médecine, ou à peu près à la même époque que Rabelais. Il est parti étudier les plantes parce que les collèges et facultés fermés pour des raisons d'épidémie de peste. Il est passé par Toulouse pour soigner la peste. Ensuite, il est allé à Agen rencontrer un homme de valeur qui s'appelait Jules César Scaliger, qui était aussi philosophe médecin, comme l'étaient tous ces humanistes du XVIe siècle. Il s'est installé là-bas, il a épousé sa première femme, Henriette d'Ancos, et il a eu de cette femme un garçon et une fille. Et sa femme et ses enfants sont morts de l'épidémie qu'il savait bien soigner, parce qu'il était absent. Et il s'était absenté parce qu'on l'avait prévenu que l'inquisiteur était parti de Toulouse pour l'arrêter, pour le motif suivant: fréquentait un mécréant qui sentait le fagot. Alors mécréant parce que protestant, et qui sentait le fagot parce qu'on les brûlait à cette époque-là sur le bûcher. Il a d'ailleurs des amis qui sont morts sur le bûcher. Alors il part, ça suffit à se faire oublier, il voyage pendant 2 ans. Lorsqu'il revient, il apprend que sa femme et ses enfants sont morts et que les beaux-parents lui font un procès pour récupérer la dot. Donc il quitte définitivement cette région. On le signale à Bordeaux, puis on perd sa trace pendant 7 ans. Sa première épouse était de Port-Sainte-Marie. On le retrouve enfin dans les années 42-43 à l'abbaye d'Orval, à la frontière franco-belge, au nord de la France. Et à partir de là, on ne perd plus sa trace. On sait exactement ce qu'il fait. C'est à partir de ce lieu qu'on accole pour la première fois le mot de prophétie à son nom. Soit qu'il ait trouvé là des prophéties qui lui ont donné envie d'écrire les siennes, soit qu'il ait traduit d'anciennes prophéties. En tout cas, il commence à écrire. Ensuite, il redescend par Bar-le-Duc et la vallée du Rhône, Lyon. On le signale à Lyon. Lui-même décrit où il est logé. Rabelais était passé à Lyon, à l'Hôtel-Dieu aussi, pour soigner la peste. Ensuite, il dit qu'il passe à Valence, à Vienne. Il donne beaucoup de détails après dans tout son périple. Il arrive à Marseille, à Aix-en-Provence, où il y a des ordonnances de lui. On lui demande de visiter des prisonniers que l'on pense atteints de la peste. Et lorsqu'il arrive à Salon, en 1547, l'épidémie est déjà terminée. Et son frère lui présente une jeune veuve, Anne Ponsard. Il lui dit: maintenant, il faudrait songer à te remarier. Et il épouse cette femme,
Anne Ponsard, donc, le 11 novembre 1547, date à laquelle il achète cette maison où se trouve le musée pour loger son épouse. Et ici, il va avoir 6 enfants, 3 garçons et 3 filles. Mais juste après son mariage, il part habiter 2 ans en Italie. Ça surprend toujours les chercheurs qui ont envie de savoir pourquoi il est parti là-bas. Après, il se met à écrire parce qu'il dit qu'il faut avoir atteint un certain âge pour écrire. Il ne faut pas écrire quand on est trop jeune parce qu'on écrit des bêtises. Donc, il vaut mieux écrire après 50 ans. Et c'est dans cette maison à Salon qu'il publie tous ses ouvrages, en tout cas qu'il met la dernière main à ses ouvrages. Il a peut-être commencé à les écrire ailleurs, mais il les signe de Salon, de Cros en Provence, et il les publie à Lyon. C'était là que les humanistes publiaient leurs livres parce que Lyon était un centre d'imprimerie plus tolérant que les autres, Paris où la Sorbonne surveille, Bâle, etc. Et le plus célèbre de ces ouvrages, bien sûr, reste Les Prophéties. C'est le 2e livre le plus consulté après la Bible dans le monde. On l'ouvre chaque fois qu'il y a une crise dans un pays pour essayer de trouver une réponse au quatrain. C'est un texte flou qu'il a publié en 1555 pour la première fois, texte incomplet, qu'il a republié plus complet en 57 et ensuite en 58 ou 68. C'est un texte flou. Il dit qu'il a volontairement tout mélangé parce que l'Inquisition le surveille. Il n'a pas envie de finir sur le bûcher. Et du fait que c'est un texte flou, les gens le manipulent pour lui faire dire ce qu'ils ont envie de lui faire dire. Ils changent des mots de place, ils changent des portions de mots, ils inversent les quatrains. Et c'est ce qui fait qu'il y a une multitude d'interprétations. On en connaît en langue française plus de 5000 depuis sa mort. Et elle s'adapte chaque fois, ces éditions, aux événements du moment. On a vu ça l'an dernier pour le 11 septembre. On l'a même revu pour, je crois que c'est le 22 septembre qu'il y a eu l'explosion AZF à Toulouse. Et chaque fois on nous dit qu'est-ce que Nostradamus a écrit à ce sujet. Et pour nous c'est terrible parce que on est dans le domaine de l'interprétation pure. Et nous ici au musée on ne fait pas d'interprétation parce qu'elle s'éloigne beaucoup trop du texte original. Donc on laisse les chercheurs faire leur travail, plus ou moins sérieux. Il y a des dérives commerciales, politiques, sectaires à partir du texte. On l'a vu, on peut citer des exemples. Hitler en 1936 a fait dérober un de ses ouvrages pour essayer de s'appuyer sur ces textes. Le gourou de la secte Om Shoko Asahara aussi, donc c'est pas innocent, c'est un enjeu de pouvoir. Et il faut être très prudent. Nostradamus ne met pas de date dans les quatrains, ce sont les interprètes qui les mettent. Lui, il dit simplement dans sa préface, il explique bien comment il travaille, on est capable de comprendre sa façon de travailler. Et il dit qu'il a écrit avec cette façon de travailler jusqu'en 3797. Il ne dit pas que la fin du monde est là, il dit qu'il a vu avec ses calculs jusque-là. Qu'est-ce qui l'a poussé à réaliser ces prophéties ? Jean de Saint-Rémy, son ancêtre, son arrière-grand-père maternel, lui a transmis le savoir des anciens. Il faut savoir qu'ils sont d'origine juive. Nostradamus attire l'attention sur la tribu d'Issachar. Il dit qu'il descend de cette tribu. Or, dans la Bible, il y a dans les Paralipomènes, Chronique d'Esdras, il y a un passage qui dit il y aura 200 fils d'Issachar qui sauront ce que deviendra Israël. Donc c'est déjà une tribu qui a un don de voyance. Et peut-être il ne descend pas de cette tribu, mais en tout cas, il attire l'attention là-dessus et certainement que soit il a ce don en lui, déjà, et on lui a appris à le développer, soit on lui a tout appris pour faire, mais en tout cas, ça n'est pas avec un pendule, ça n'est pas avec l'astrologie qu'il voit. Il explique bien qu'il a des visions la nuit. Il est dans la chambre, là-haut, on a reconstitué son cabinet de travail. La nuit, il lui faut du calme, de la concentration. Et lorsqu'il est dans cet état de calme et de concentration, il a des images qui lui viennent, qu'il dit révélées par le divin. Et il parle de fureur prophétique dans sa préface. Donc, on dirait peut-être aujourd'hui écriture automatique, je ne sais pas. En tout cas, il écrit tout ce qu'il voit. Et après, il essaye de dater avec l'astrologie qu'il a étudiée à la faculté de médecine de Montpellier. Et il explique comment il s'y prend. C'est-à-dire qu'il dit qu'il a une vision, il travaille avec l'astrologie babylonienne, donc il a une vision cyclique du temps. Il connaît les cycles des saisons, des épidémies, des maladies, des guerres. Et il sait où et quand ça s'est passé. Puisqu'il a des éphémérides, il connaît bien l'histoire ancienne, il cite d'ailleurs pas mal de fois les événements historiques qui se sont passés avant lui. Donc, il connaît ça lui sert de tableau de base.
Et quand il a des visions la nuit, il essaye de voir quelle conjonction peut s'adapter à ces visions et où va se produire cette conjonction, dans quel pays, à quelle époque. Et c'est comme ça qu'il essaye de dater. Donc c'est très compliqué. Et il dit à son fils, ne perds pas ton temps en vaines vaticinations, tu risques d'y perdre la raison. C'est pour ça qu'il met très peu de dates en clair dans ces quatrains. Quand vous parlez d'écriture automatique, c'est-à-dire, ça laisse sous-entendre qu'il recevait des messages venant de l'au-delà. Lui, il dit révélé par le divin. Donc c'est clair, on peut croire ou ne pas croire ce qu'il dit, mais en tout cas, il vaut mieux se fier à ce qu'il dit, plutôt qu'à ce que disent certains interprètes qui pensent qu'il se droguait avec des fumigations de laurier ou avec des boissons alcoolisées. Lui, il dit que quand il est dans cet état de calme et de concentration, il arrive à se détacher du temps et il a des visions et il écrit ses visions. On ne sait pas du tout s'il a d'ailleurs participé à ce détachement du temps avec son arrière-grand-père qui le lui aurait appris, ou si c'est avec d'autres personnages qu'il aurait pu rencontrer, parce que parfois on nomme d'autres personnages qu'il aurait rencontrés à Montpellier, à Toulouse, et il est possible qu'il ait été initié à ce genre de voyance. En tout cas, on ne sait pas, on ne sait rien des débuts. Est-ce qu'il a assisté à des apparitions? Il n'en parle pas du tout. Non, ça a l'air d'être quelqu'un qui a les pieds sur terre. À l'époque où il vit, il est qualifié de scientifique. L'astrologie s'apprenait à l'université de médecine de Montpellier. Et après, on pouvait se prévaloir d'être scientifique pour avoir un poste d'astrologue à la cour. Lui, au contraire, met sa vie en danger pour se dire prophète. Il l'explique dans sa préface. Et c'est dangereux de se dire prophète parce que il faut être en accord avec les textes sacrés de la Bible, avec l'Église, sinon on meurt sur le bûcher. Et s'il se dit prophète, s'il attire l'attention là-dessus, s'il met sa vie en danger, c'est qu'il pense qu'il a une mission divine à accomplir, puisqu'un prophète est envoyé par Dieu pour annoncer la parole de Dieu, pour mettre en garde contre ce qui va arriver, et lui, certainement, il se sent investi d'une mission. Et si on cherche un peu dans ces textes des prophéties, sans vouloir comprendre de quoi demain sera fait, parce qu'on aime bien se faire peur, c'est quand même ce qui plaît le plus, essayer de trouver de quoi demain sera fait. Mais si on lit ça autrement, si on essaye de comprendre, il va y avoir un quatrain qui va attirer l'œil plus qu'un autre, parce qu'un mot va attirer l'attention. Ce mot, on va essayer de le comprendre avec un vieux dictionnaire. Pas très vieux, un Becherel, un Quillet, ça suffit. Ce mot va en appeler un autre, et ainsi on avance sur un chemin de connaissance. Et il nous fait découvrir la mythologie qu'il utilisait, qu'il connaissait, ce qu'il sait du ciel, et cette vision cyclique qu'il a, ce qui s'est passé avant, pourquoi il en reparle. Et finalement, il nous fait avancer sur un chemin de connaissance. Et ce qu'il ressort de ce travail, c'est en fait qu'il dit attention, si l'homme ne fait rien pour redresser les choses, l'humanité va à sa perte. Et il croit en l'homme puisqu'il met sa vie en danger pour le lui dire. Et je trouve que c'est un message tellement d'actualité que moi je passe ma vie à parler de cet homme. Est-ce qu'il est considéré comme un messie? Non, il est, je pense, de ces jalons qui sont dans l'histoire, un peu dans toutes les religions, un peu dans toutes les histoires des civilisations, pour remettre l'homme sur son chemin. Et je pense qu'actuellement, il en faudrait, ou il y en a peut-être qui sont en train de prêcher dans le désert, c'est bien l'expression d'ailleurs, pour dire attention, dans 20 ans, dans 50 ans, il n'y aura plus d'eau, on n'aura plus peut-être plus d'oxygène pour respirer, alors que c'est urgent de faire quelque chose. Et puis peut-être que si on cherche à aller vivre sur d'autres planètes, c'est que certains ont bien compris d'ailleurs que c'était très urgent. Donc je pense que Nostradamus est un scientifique qui est voyant dans le sens où il a vu devant, c'est un phare. Dans le domaine artistique, on a Kandinsky qui explique que l'artiste est à la pointe d'un navire et que lorsque le navire se soulève dans les vagues, il voit beaucoup plus loin et il a envie de faire évoluer les choses. Il dit attention, derrière, l'orage arrive. Et je pense que Nostradamus, il faut un peu le voir comme ça. Nous sommes à la maison de Nostradamus, à Salon de Provence. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants. Radio Fréquence Évasion, les soleils de la Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous donne l'écho du Grand Sud. Chaque jour, Fréquence Évasion est sur le terrain. De la Côte d'Azur au pays camarguais et languedocien, Fréquence Évasion vous fait vivre l'actualité du Grand Sud. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com.
Fréquence Évasion, info, musique, interview et détente. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours à la maison de Nostradamus, à Salon de Provence. On dit que Nostradamus était un mage mystérieux. Est-ce vrai, est-ce faux? C'est un mage mystérieux d'abord parce qu'on l'a qualifié de mage parce que la magie recouvre quelque chose que l'on ne sait pas expliquer. Et à partir du moment où quelqu'un fait des prédictions, on ne sait pas s'il tient son pouvoir de Dieu ou du diable. Alors, il fait de la magie blanche, de la magie noire, on ne sait pas. Alors, on le qualifie de mage. Mais il faut toujours retourner aux sources et voir ce qu'était la magie au départ. Et la médecine, d'ailleurs, a souvent été alliée à la magie. On n'avait pas grand-chose pour soigner dans les temps anciens, dans l'Antiquité. Donc, on prononçait des formules magiques, on faisait une prière, on portait un peu de myrrhe ou d'encens sur un autel. Et puis voilà, c'est tout ce qu'on avait. Donc dans ce sens-là, oui, c'est un mage. Et mystérieux, bien sûr, puisqu'on n'a toujours pas compris tout ce qu'il avait écrit. Donc forcément, il est mystérieux, c'est sûr. Les centuries de Nostradamus sont des textes obscurs et confus. Êtes-vous d'accord? Oui, les centuries. D'abord, les centuries, c'est un surnom. Le livre s'appelle Les Prophéties, mais comme il a rangé les quatrains, les groupes de 4 vers par série de 100, on a surnommé ce texte les centuries. Alors, c'est un livre obscur. Ben oui, il le dit dans sa préface qu'il a obscurément rabouté les quatrains, les a mis bout à bout à sa façon, parce que l'Inquisition le surveille 2 fois. Il a manqué d'être arrêté par l'Inquisition. Il a des amis qui sont morts sur le bûcher, donc volontairement, il l'a fait comme ça. Parce que je pense que ça lui permet de dire à quelqu'un qui voudrait l'accuser, ça lui permet de dire vous n'avez pas compris ce que j'ai voulu écrire. Ensuite, il le dédie à des rois, des reines, des princes ou des princesses. Ça le met un petit peu à couvert. Ils ne vont pas le faire assassiner s'il leur rend hommage. Donc, c'est un homme intelligent et il sait bien ce qu'il risque. Ces prophéties peuvent s'appliquer à tous et on pense qu'elles se vérifieront toujours. Est-ce que vous êtes d'accord justement sur les prophéties qui se vérifient dans le temps? Pour le moment, j'en ai pas vu beaucoup se vérifier, donc je conteste un petit peu cette formule. S'appliqueront à tout. On dit que c'est l'auberge espagnole, qu'on y trouve tout, mais il faut voir comment on cherche aussi. Moi, depuis 10 ans que je suis dans ce musée et depuis 30 ans que j'étudie le texte, j'ai rencontré tous les cas de figure, je pense. Peut-être que je serais surprise encore, mais j'ai rencontré des gens qui mettaient tout sur ordinateur et qui attendaient que l'ordinateur fasse le travail. J'en ai trouvé qui voulaient absolument coller à l'astrologie, alors que déjà depuis Nostradamus, le ciel que voyait Nostradamus a bougé. Alors on fait un zodiaque fictif, on essaie de s'en tenir à ce zodiaque fictif. Je trouve que c'est un peu surprenant comme recherche, c'est pas très sérieux à mon avis. Mais aussi, avec la Kabbale hébraïque, on change des mots ou des portions de mots, des lettres, par d'autres lettres ou d'autres portions de mots qui ont la même valeur numérique. Et j'ai été stupéfaite de voir certaines interprétations. J'ai même rencontré des gens qui me disaient j'avais tout compris dans les centuries sauf un quatrain, et lorsque j'ai changé ma voiture, je me suis aperçu que ça correspondait à la plaque d'immatriculation de ma nouvelle voiture. Alors là, carrément, les gens ils perdent la raison. Et je travaillais avec un vieux salonné qui m'a appris tout ce que je sais sur la Provence et presque tout sur Nostradamus. Je dis presque tout parce qu'il est mort quand même depuis longtemps, et heureusement j'ai encore appris depuis. Et on avait l'habitude de dire si on voit que l'autre perd la raison, on lui dit assez tôt pour qu'il redresse la barre. Il faut ajouter à ça toutes les dérives donc commerciales, c'est-à-dire que les interprètes font des traductions. 1 sur 2, parce qu'ils connaissent bien l'actualité quand même, 1 sur 2 se réalisent. Je parle de leurs interprétations du texte de Nostradamus. Mais pour celles qui ne s'est pas réalisées, ils reprennent le livre, 5 ans plus tard, ils refont un autre livre où ils corrigent ce qui n'est pas arrivé. Ils annoncent encore les 5 ou 10 années à venir, et ils reprennent encore ce livre. Alors, on ne peut pas en vouloir aux gens qui achètent ces livres dans les grandes surfaces ou n'importe où, dans les librairies. Parce que, ma foi, si ça marche, le commerce, c'est ça, on est dans un pays libre, les gens achètent, mais alors nous on leur conseille d'en lire une dizaine pour se faire une idée et voir qu'elles sont toutes très différentes du texte de Nostradamus, et même très différentes les unes des autres. Et puis beaucoup plus grave, donc les dérives politiques, quand on fait dire à Nostradamus qu'il a prédit la montée de l'islam, c'est pas innocent dans le monde dans lequel on vit. Et ensuite, les plus graves, c'est dérives sectaires. On a vu ce que ça pouvait donner avec Hitler en 1936. Avec le gourou de la sectum qui répandait son gaz sarin dans le métro de Tokyo pour essayer de faire des travaux pratiques pour anticiper la fin du monde aussi.
Alors ça n'est pas du tout Nostradamus qui a fait ça, c'est justement la manipulation du texte de Nostradamus. Donc nous ici on est un musée municipal, une vitrine de la ville, on travaille avec des universitaires, on ne peut pas se permettre de faire ces choses-là, on ne vend aucune interprétation, on ne vend que les textes originaux et on explique aux gens, s'ils trouvent que le texte est difficile, comment aborder ce texte, et on pense qu'il vaut mieux que chacun se fasse sa propre interprétation plutôt que de se remettre entre les mains du premier interprète venu. Mais on n'empêchera jamais les gens d'avoir envie de se faire peur et d'aller essayer de lire les pires choses. Ça, c'est humain, je pense qu'on n'empêchera jamais ces choses-là. Que peut-on dire entre Nostradamus et le fait que les gens aient peur en fin de siècle? Alors, on a vu ce phénomène, on a vécu ça en 99-2000, il y a eu une montée de la demande autour de Nostradamus à partir de 95 où je suis allée au Japon, ça s'est amplifié jusqu'en 99 où je suis retournée au Japon, et 2000, alors 99-2000, il y a eu d'abord le phénomène de l'éclipse totale, du 11 août, ensuite la peur du bug de l'an 2000, passage à l'an 2000, et on a battu tous nos records de fréquentation au musée. En juillet 99, on a eu 55 télévisions et radios qui sont venues faire leurs enregistrements au musée. Les télévisions de Corée, d'Argentine, de Suède faisaient la queue dans la rue pour filmer le musée. En fait, ça a commencé par l'éclipse du 11 août, parce qu'un quatrain, publié dans tous les livres d'interprétation, disait « L'an 1999, 7 mois, du ciel viendra un grand roi des frayeurs, ressusciter le grand roi d'Angoumois, avant, après Mars, régner par bonheur. » Tout le monde interprétait ça comme quelque chose de grave qui devait arriver en juillet 99. Alors la station Mir qui devait nous tomber sur la tête, la Terre qui devait basculer sur ses pôles, enfin on a eu tous les cas de figure. En fait, nous, on avait travaillé là-dessus depuis déjà quelques années. Je travaille beaucoup avec la Bibliothèque de Lyon, qui est devenue le plus grand centre au monde de documents sur Nostradamus. Il y a des chercheurs spécialistes, notamment le collectionneur Michel Chomara, avec lequel je travaille depuis très longtemps. Et on avait vu quand même que ce quatrain n'était pas publié dans les éditions de 1555-1557, publié du vivant de Nostradamus, corrigé par lui. Et on sait qu'il faisait très attention à l'impression de ces quatrains, puisqu'il avait repris à un imprimeur lyonnais les brouillons, parce que cet imprimeur lui faisait trop de fautes, trop d'erreurs. Donc il était vigilant. Alors, ce quatrain apparaît uniquement dans l'édition de 1568. Il est cité comme étant de l'édition de 1558, encore du vivant de Nostradamus, mais on n'a pas trace de cette édition. Elle est toujours citée, mais on la cherche à travers le monde. D'ailleurs, si vos auditeurs la trouvent ou ont des renseignements là-dessus, on est preneur. On la cherche toujours. Donc, la trace la plus ancienne de ce quatrain, c'est 1568. C'est pour ça que Michel Chomara a réédité cette édition à la demande du public. Mais il faut bien savoir que 2 ans après sa mort, il y a déjà des faux quatrains qui sont rajoutés. On en a la preuve dans d'autres éditions. Donc, on ne peut pas être sûr de ce quatrain. Si toutefois on est sûr de ce quatrain, on peut envisager aussi cette hypothèse-là. Si on est sûr de ce quatrain, alors, que veut-il dire? L'an 1999, c'est clair, 1999, 7 mois. Alors après 7 mois, que vient-il? Après 7 mois, après le mois de juillet, il vient le 1er août. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Or, il ne faut pas oublier que nous sommes dans le calendrier julien et que maintenant nous vivons dans le calendrier grégorien et qu'il y a 10 jours d'écart. Le pape Grégoire a dit bon, vous ajouterez au 5 octobre 10 jours pour rattraper le calendrier et donc le 5 octobre est devenu le 15. Au matin du 5 on était le 15 et 1er août pour Nostradamus ça veut dire 11 août sans faire d'interprétation. Scientifiquement pour lui c'est 11 août. Que se passe-t-il 11 août 99 chez nous? L'éclipse totale de soleil. Alors je me suis dit, il travaille avec un astrolabe, il cite les éphémérides de Jean Sadius qu'il utilisait. Est-ce qu'il est possible, avec ces instruments, de voir aussi loin que 11 août 99? Ça me paraissait absolument impossible. Et moi, je suis une scientifique de formation, j'aime bien aller vérifier les choses. Il se trouvait que à ce moment-là, au moment où je faisais ces recherches, à Paris, il y avait à la Bibliothèque nationale, à Tolbiac, une grande exposition qui s'appelait Figures du ciel. Elle était montée par Jean-Pierre Luminet, qui est un astrophysicien du laboratoire de Meudon. J'ai assisté à une visite guidée de 4 heures de sa part, une visite guidée fantastique. Et il a été vraiment très prolixe, il a tout expliqué, l'astrologie à travers les âges. Et
lorsqu'il a parlé du 16e, il a expliqué qu'avec l'astrolabe, avec les éphémérides, les scientifiques du 16e arrivaient à voir très loin. Et à la fin de la visite guidée, je suis allée lui demander si un scientifique du 16e, justement, avec un astrolabe et des éphémérides comme ceux de Jean Stadius, pouvait calculer l'éclipse totale du 11 août. Et sans hésiter, il m'a répondu, madame, avec quelques secondes de précision. Et là, je me suis dit, il faut se rendre à l'évidence, c'est possible. Et donc, alors que veut dire la suite du quatrain? Eh bien, le grand roi des frayeurs, à l'époque de Nostradamus, les éclipses faisaient peur et on appelait ça le grand roi des frayeurs. La lune cachait le soleil, on ne savait pas comment ça se faisait. Si, oui, les scientifiques le savaient, puisqu'ils connaissaient les cycles de la lune, etc. Mais le public ne le savait pas. Et ça effrayait. On pensait qu'il allait se passer des choses graves, la mort d'un monarque, etc. Donc, le grand roi des frayeurs vient ressusciter le grand roi d'Angoumois. Alors, à la fin, les deux derniers vers du quatrain, moi, je ne sais pas les expliquer, mais parce que je ne suis pas une spécialiste de l'interprétation. Voilà, moi j'explique la partie scientifique et puis je ne vais pas plus loin. Quand je ne sais pas, je dis que je ne sais pas. En ce qui concerne les centuries, on dit qu'elles regorgent de catastrophes, vrai ou faux? Alors, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas tout à fait vrai et n'est pas tout à fait faux. Nostradamus, j'expliquais tout à l'heure que Nostradamus met sa vie en danger pour dire à l'homme que s'il ne reprend pas les choses en main, l'humanité va à sa perte. Donc forcément, il va pas dire « Soyez heureux, demain tout sera beau, bleu, rose, etc. Vous allez vivre des moments importants. » Il met sa vie en danger pour dire « Attention, il va se passer des choses graves, l'homme va à sa perte. » Donc forcément, il dit qu'il y aura des grandes inondations. Alors là, je pense que on va nous ressortir chaque fois qu'il y a de grandes pluies ce genre d'argument. Mais il dit aussi qu'il y aura des tremblements de terre. Mais nous, en Provence, on en a eu un très important en 1909. Haroun Taziev disait qu'il se reproduisait à peu près tous les 100 ans. Il n'y a pas besoin d'être au Nostradamus pour voir ça. Donc, oui, c'est vrai qu'il annonce beaucoup de choses graves, mais c'est pour sensibiliser cet homme à quel il destine ses écrits. A-t-on déjà traduit les centuries? Oh, mais je vous disais tout à l'heure qu'il y avait 5000 livres d'interprétation en langue française depuis sa mort. Ça, c'est interprétation. Il y a aussi les traductions dans toutes les langues du monde entier. Il y a énormément de parutions aux États-Unis, au Japon. Alors, on n'arrive déjà pas à comprendre en français moderne ce que ça signifie. Alors vous imaginez au Japon, en anglais, en Corée, etc. On a même en Lettonie des gens qui traduisent pour traduire. Mais déjà en langue française, en français moderne, il faut s'habituer aux U et aux V qui sont imprimés pareil, aux I et aux J, aux F et aux S. Bien sûr que quand vous comprenez esprit ou F-prix, c'est facile de faire un choix et de prendre esprit, mais c'est pas toujours aussi facile. Donc c'est un travail laborieux, difficile, semé d'embûches. Souvent on classe les quatrains par thème, et dès qu'on voit la lune, hop, c'est l'islam. Mahomet, forcément, c'est l'islam. Mais en général, les quatrains sensibles comme ça peuvent être interprétés plusieurs fois au cours des siècles. Roger Prévost a indiqué que ça s'était déjà passé dans l'Antiquité. Certains ont traduit pour que ça s'applique au XVIIe siècle. Nous, maintenant, on veut l'appliquer à Ben Laden, à ce qui se passe maintenant, aux terroristes de maintenant. Et je suis sûre que dans 3 siècles, s'il y en a qui vivent encore, on ressortira encore ces choses-là. À partir du moment où on est sûr de rien, il n'y a pas de date, il n'y a pas de nom précis. Même, vous savez, dans les quatrains où on voyait Hister, certains traduisaient par Hitler. Ou bien quand on voit Chirène, certains traduisent par Chirac. Les interprètes, soit ne peuvent pas s'empêcher de jouer à ce jeu-là, dangereux, soit manipulent ça, mais sciemment, pour faire sensation et vendre leurs livres. Comment est retracé tout ce dont nous venons de parler ici au musée? Alors, dans notre musée, il y a un parcours un petit peu initiatique pour que le public suive les traces de Nostradamus. Il y a au rez-de-chaussée une exposition temporaire où on expose des livres anciens, des documents du 16e. On a même un parchemin du père de Nostradamus de 1515. On ne les laisse pas trop longtemps exposés parce qu'ils souffrent de la lumière, de l'humidité, etc. Donc, on essaye de changer assez souvent les expositions. En ce moment, il y en a une sur son traité des fardements et confitures, parce qu'on parle toujours de ses prophéties, mais jamais des autres ouvrages qu'il a écrits. Il a même écrit un traité des hiéroglyphes et un livre sur qui s'intitule La paraphrase de Galien. Donc, ce traité des fardements et confitures, il a fait des confitures en tant que médecin. C'était des médicaments à son époque, et c'est dans ce livre-là qu'il donne le plus de renseignements sur les gens qu'il a rencontrés. On a un dossier de documentation qui accompagne cette exposition, comme chacune de nos expositions
quand l'exposition a donné beaucoup de travail de recherche, on concentre un petit peu le fruit de nos recherches dans un dossier documentation. Dans les étages, donc c'est la maison qu'il a habitée, mais il ne reste plus son mobilier, bien sûr, puisque la maison a été habitée jusqu'en 1960, toujours transformée au cours des successions. L'escalier à vis de la montée est la partie la plus ancienne de la maison, et on a recréé son cabinet de travail dans la seule pièce qui a un accès à la terrasse. Donc la maison de Nostradamus comporte 3 étages, et dans ces 3 étages 10 scènes, et ces scènes sont sonorisées. La visite est audio-guidée, il n'y a pas d'appareil à porter, simplement on se signale à l'arrivée et on dit de quel pays on vient. D'abord, ça nous permet de tenir des statistiques précises et de savoir qu'au seul mois de juillet, on a reçu 44 pays étrangers au musée. Donc c'est intéressant, mais surtout ça nous permet de mettre la visite audio-guidée dans la langue qui intéresse notre visiteur. On peut mettre en français, anglais, espagnol, italien, allemand. On a même une hôtesse allemande que les Allemands prennent plaisir à rencontrer. Ça leur permet de discuter un petit peu puisque les Français sont très paresseux pour parler les langues. Et ensuite, on a le texte papier en 15 langues, polonais, brésilien, japonais, roumain. Enfin, ça nous permet de contenter les autres visiteurs qui ne parlent pas les 5 langues citées. Et la visite audio-guidée dure 40 minutes et on apprend un petit peu qui était Nostradamus, les gens qu'il a rencontrés, les ouvrages qu'il a écrits. On explique un petit peu les premiers rudiments de l'astrologie qu'il faut connaître pour suivre ses livres, enfin du moins les renseignements qu'il donne dans ces quatrains pour dater ses visions. Et puis on cite quelques bribes de ses ouvrages au cours de la visite, et le visiteur redescend et peut acheter en bas des reproductions des textes originaux, puisque j'expliquais tout à l'heure que nous reproduisions ces textes dès que nous les trouvions dans des bibliothèques ou chez des particuliers qui nous les signalent. Vous organisez des conférences sur Nostradamus? Alors des conférences sont organisées, des visites guidées, parce que cette visite audio guidée est un petit peu difficile lorsque les gens sont nombreux, lorsque les visiteurs sont jeunes. On a des scolaires, on a des centres aérés, il faut se mettre à la portée de ces visiteurs-là. Donc on fait la visite guidée, c'est sur réservation. Les conférences aussi, bien sûr, c'est sur réservation, parce que on ne peut pas en faire tout le temps, tous les jours. On est peu nombreux à assurer ces conférences. On peut faire des diaporamas aussi, suivant le type de public. Ça permet d'alléger un petit peu la conférence, ne pas parler pendant des heures. Alors à ce moment-là, on projette pendant 3 quarts d'heure et après on laisse libre cours aux questions parce que les gens aiment bien poser des questions. On fait aussi des expositions à l'extérieur. On fait même à l'étranger, puisque je me suis rendue 2 fois au Japon, je me suis rendue à un colloque pour participer à un colloque à Bruxelles. On est allé dans plusieurs villes de France faire des conférences. Je travaille parfois donc avec le plus grand collectionneur que je citais tout à l'heure, Michel Chomara, puisque lui est spécialiste de l'œuvre et moi je suis spécialiste de la vie de Nostradamus, donc on se complète au niveau des conférences. Voilà, au niveau des conférences, ce qu'on peut donner à partir du musée. Auriez-vous quelques ouvrages à conseiller à nos auditeurs? Alors, pour s'intéresser à Nostradamus, il faut laisser de côté d'abord tout ce qu'on a entendu ou tout ce qu'on a lu jusqu'à présent, faire le vide un petit peu dans son esprit. Et il y a quand même 2 ouvrages de base qui amènent sur ce chemin de connaissance dont je parlais tout à l'heure. Il y a une biographie, qui est une excellente biographie, qui est celle du docteur Leroy, Nostradamus, ses origines, sa vie, son œuvre. C'est une excellente biographie parce que l'auteur a passé toute sa vie à faire des recherches. Il cite ses sources, ça c'est très important. On peut vérifier, on peut continuer les recherches, on peut laisser un chapitre, en lire un autre sans problème, c'est pas très compliqué à lire, mais c'est extrêmement sérieux. Ça permet d'avoir un bon éventail de renseignements sur cet homme et d'avoir envie de partir sur un chemin de recherche d'un côté ou de l'autre, suivant l'aptitude que l'on a. Et pour compléter ceci, eh bien, peut-être une édition de l'œuvre des prophéties en version originale. Je pense que ce sont les 2 meilleurs éléments pour commencer une recherche. Alors, pour les livres que je citais, on les vend au musée, on peut les envoyer par correspondance dans le monde entier. Et bien entendu, nous avons des projets au niveau du musée. Donc, si on veut avoir des renseignements sur la maison de Nostradamus et son musée, on peut vous joindre où? Alors, d'abord le téléphone, 04 90 56 64 31, mais il risque d'être vite encombré.
Nous avons un fax à la mairie 04 90 56 08 12 où il faut préciser Musée Nostradamus. Et enfin, notre email m.nostradamus, c'est tout en minuscule, @salon-de-provence.org. Pour terminer, que diriez-vous à nos auditeurs pour les inciter à venir vous voir ici, vous rendre une visite, découvrir la maison de Nostradamus ici à Salon de Provence? Eh bien, pour intéresser nos visiteurs, je pourrais dire que moi je suis venue à la rencontre de Nostradamus sur un chemin certainement tracé par le hasard, si hasard il y a. Et j'enseignais les mathématiques et puis je m'intéressais aux fossiles, à la préhistoire, à l'histoire en général. Et j'ai rencontré un vieux Salonnais qui m'a dit, mais à Salon, vous avez tout ce que vous cherchez en Égypte, chez les Incas, etc. Ouvrez les yeux et vous verrez. Il a bien voulu être mon guide sur ce chemin de connaissances. Et j'ai trouvé que ce que j'apprenais était si fort, si riche intellectuellement, que j'ai eu envie de transmettre à mon tour. Et surtout, c'était très différent de tout ce que j'avais lu et entendu. Et j'ai eu envie de m'intéresser à tout ça, de savoir ce qui avait poussé cet homme à mettre sa vie en danger pour écrire ce texte obscur qui fait réfléchir le monde entier et qu'on n'a toujours pas réussi à élucider. Et j'essaye de transmettre à mon tour. Voilà pourquoi je suis là. Alors, s'ils veulent venir nous rencontrer, j'ai transmis ce virus à mes hôtesses, à mes collègues de travail. Eh bien, on les recevra du mieux qu'on pourra et puis on essaiera de répondre à leurs questions. Eh bien, merci, au revoir. Au revoir à tous et à bientôt. Fréquence Évasion.